Bonjour, bonsoir nos amis du groupe comportement organisationnel. Vraiment aujourd'hui, nous allons parler un peu du leadership. Leadership, ensuite on verra euh, la prise de décision et on terminera le cours avec le stress. Donc le leadership, et là, si on regarde, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à ce concept. Mais lorsqu'on parle du leadership, on parle, c'est la même définition que nous avons pour le pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'influencer d'autres personnes en vue d'atteindre les objectifs organisationnels. Donc, c'est votre capacité à exercer votre autorité. Et vous savez que l'autorité, c'est le droit de commander et le pouvoir, c'est la capacité de faire, la capacité d'influencer d'autres personnes en vue d'atteindre les objectifs de l'organisation. OK? Et là, si on regarde le leadership en tant que concept, il y a deux façons de voir ça. Il y a le leader formel et il y a le leader informel. Le leader formel, il exerce une influence, mais en raison des statuts, de l'autorité. Sa position lui procure une influence. C'est formel, ça vient des statuts. Et le leader informel, il n'a pas, c'est pas dans les statuts, dans les règlements, mais c'est sa compétence qui lui procure cette influence. OK? D'accord? Donc, le leadership formel vient des statuts. Comme je vous dis, le leadership informel ne vient pas nécessairement des statuts, ne vient pas, c'est pas nécessairement, ne vient pas du tout des statuts, mais c'est sa compétence. Mais des fois, je peux utiliser ma compétence. Ça veut dire, je peux utiliser un leadership informel pour pouvoir atteindre les objectifs de l'organisation. Ça peut aider, en un certain sens, le leadership informel. Le leader, chers amis, il y a plusieurs caractéristiques personnelles. Ça, je parle du charisme personnel, la personnalité, le caractère du leader. Il y a quatre principales caractéristiques, les caractéristiques qui vont influencer ou qui influencent le comportement du leader. Il y a sa personnalité, c'est-à-dire sa personne. Sa personnalité, c'est son caractère. Personnalité égale caractère. OK? Personnalité, c'est son caractère. Ça veut dire, c'est ce qui fait la personne et cette personne-là. Il y a également ses besoins. Ça veut dire, il y a, vous savez, dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins primaires, mais aussi il y a les besoins de réalisation. Il y a les besoins d'autonomie qui va au-delà de Maslow, parce que Lyman Porter, qui est l'un des auteurs qui a parlé de la motivation, il a remplacé les besoins primaires par des besoins, ce qu'on appelle d'autonomie. Et il a mis ce besoin-là au sommet de la pyramide. Donc, il y a la motivation, les besoins et motivation du leader. Il y a ses expériences passées. Un leader qui a travaillé dans plusieurs organisations, c'est quelqu'un qui possède une expérience et il va traîner avec lui ces expériences-là où il va travailler. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la quatrième caractéristique, c'est ses gratifications intérieures. Un leader qui, si je gagnais beaucoup d'argent et puis je vais venir travailler chez vous, maintenant, puisque j'avais l'habitude de gagner beaucoup d'argent, j'avais des gratifications
qui était quand même acceptable, raisonnable. Dans ma tête, j'espère trouver chez vous les mêmes gratifications. Et là, c'est l'une des caractéristiques qui influence le comportement du leader. Bon, le leadership, chers amis, il y a, comme je vous dis, c'est la capacité à influencer, mais au fil des temps, il y a plusieurs façons de voir ça en termes de vision. Comment on voit le leadership, la vision contemporaine du leadership. Et il y a aussi 4 notions qui émergent actuellement qui sont associées au leadership. Par exemple, il y a les substituts du leadership. Je vais vous l'expliquer après. Je vous cite les 4 substituts du leadership. Il y a ensuite la théorie de l'attribution, ensuite le leadership transformationnel et le concept psychanalytique du leadership. C'est un concept qui a été qu'on a prêté, qu'on a emprunté, c'est bien de le dire comme ça, qu'on a emprunté de notre ami Sigmund Freud, le psychanalyste. Donc, si on regarde les substituts du leadership, habituellement les subordonnés dépendent du leader, ok? Il y a une relation de dépendance entre le leader et ses subordonnés. Toutefois, lorsque les employés sont très compétents, hein? Lorsque les employés sont très compétents, ça peut altérer l'influence du leader. Ok? C'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a un substitut. C'est une relation de dépendance qui peut être affaiblie lorsque les substituts interviennent et altèrent l'influence du leader. Par exemple, plus les travailleurs posséderont d'expérience, de formation, de connaissances, plus la nécessité de la présence du leader sera jugée vraiment inutile. Ok? Donc, c'est ce qu'on dit substitut du leadership. Il y a la théorie de l'attribution, attribuer à, on attribue une cause à. Donc là, lorsqu'on dit, lorsqu'on parle de l'attribution, avant d'adopter un style de leadership particulier, le leader doit premièrement observer le comportement de ses subordonnés, ensuite être en mesure de reconnaître les facteurs situationnels, la contingence, qui lui sont associés. Puis le leader doit examiner 3 autres critères. Il y a la distinction, c'est-à-dire est-ce que l'employé adopte un comportement unique. Il y a la conformité. Est-ce que l'employé change de comportement avec le temps? Il y a le consensus. Est-ce que d'autres employés adoptent un comportement semblable lorsqu'ils accomplissent une tâche similaire. Donc là, c'est le facteur que nous appelons d'équité aussi. Ok? Le leader doit déterminer si le problème auquel il fait face est lié, soit à la personne, soit à la tâche ou soit à la situation. Dans les 3 cas, ça va être, il ne va pas avoir la même réaction. Ok? D'accord? Le leader transformationnel. Traditionnellement, lorsqu'on parle du leadership, on parle d'une transaction, on parle d'un échange entre le leader et ses subordonnés. Et donc, des fois, on parle de la dynamique des récompenses, des punitions. Et là, il existe au moins 4 dimensions qui sont essentielles dans ce type de leadership. D'abord, il y a le charisme. Il définit la vision de l'organisation et les employés s'identifient à lui. C'est son charisme. Ensuite, il y a l'inspiration. Est-ce que ce leader est une source d'inspiration et est-ce qu'il incite les employés à se dépasser eux-mêmes? Il y a la considération. Il agit comme un coach, un mentor pour ses subordonnés. Et finalement, il y a la simulation. Le leader montre aux employés de nouvelles manières d'envisager et de résoudre des problèmes. Donc là, il peut même aider ses subordonnés
à changer de croyance et à changer leurs valeurs. Ça, c'est plus difficile à faire. OK? Et finalement, il y a la conception psychanalytique. Ça veut dire, vous savez, Freud a parlé des motifs qui sont inconscients. Hein? Ça veut dire même un leader, hein? Ça veut dire le meilleur des leaders est influencé par des motifs peu logiques, hein? Et plus rationnels. Hein? Du moins, c'est à première vue. Et ça veut dire la conception psychanalytique, c'est le point de vue de Freud. Freud nous dit qu'il y a des désirs qui sont inconscients. Il y a des choses qui sont inconscientes. On n'est pas toujours rationnel, même si des fois, on prend des décisions qui, avec le cœur prend des décisions, comme notre ami a dit, le mathématicien Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, c'est ça. Il y a trois principes qui vont influencer son approche. Petit A, tous les comportements sont prédéterminés par un théâtre interne, à l'intérieur, le cœur. B, il y a la détermination du comportement, échappe à la logique, à toute rationalité, parce qu'on parle de l'inconscient, c'est l'approche psychanalytique. Et les modèles de comportement acquis dans le passé influent fortement sur les comportements présents et futurs. OK? D'accord. Donc là, c'est cette partie-là, nous avons brièvement vu le leadership. Maintenant, nous allons voir un peu la prise de décision. Dans ce cours, vraiment, nous n'allons pas parler vraiment en profondeur de la prise de décision, mais c'est un élément essentiel parce que la prise de décision est la réalité du gestionnaire. On nous embauche pour prendre des décisions. On veut qu'on prenne des décisions. Et quand je veux prendre une décision, je ne peux pas aller voir mon patron pour lui dire qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais je peux lui dire, voici ce que je propose, qu'en pensez-vous? OK? La prise de décision, c'est une tâche principale du gestionnaire. OK? On prend les décisions et on ne peut pas prendre des décisions sur l'intuition seulement, sur le hasard. Plus les décisions sont complexes, plus on doit avoir de l'information, OK? Des renseignements pour avancer. Donc, avec les nouvelles technologies de l'information maintenant, les ordinateurs nous aident à prendre, et les techniques mathématiques nous aident aussi à prendre de très bonnes décisions. Mais le gestionnaire, comme je vous dis, c'est primordial pour le gestionnaire de prendre les décisions. Le modèle le plus utilisé en gestion, c'est vraiment le modèle que nous appelons le modèle rationnel. Et dans ce modèle, il y a au moins 8 étapes. La première étape, c'est on décrit la situation, c'est la description de la situation. C'est la situation qui va amener à une action. Donc, on décrit la situation et ensuite on définit le problème. OK? Définir la situation et ensuite on définit le problème parce que la situation va nous amener à tout ça. Et ensuite, il faut trouver les causes. OK? Il faut trouver les causes. Les causes, quelles sont les causes? Et la quatrième étape, on doit formuler des solutions. OK? Mais les solutions en tenant compte des causes. Il faut regarder quelles sont les causes. C'est tout un processus. Et ensuite, on évalue la solution choisie. Je vous donne un exemple en termes de solution. Par exemple, je veux changer des logiciels dans mon entreprise.
Là, il y a plusieurs choix qui s'ouvrent devant moi. Je peux décider de garder le statu quo, ça veut dire, ça c'est un choix, je peux décider de, c'est l'une des solutions possibles. Je formule ces solutions-là. Je peux décider de garder le statu quo, je ne change pas. Je peux changer à moitié ou je peux changer complètement. Donc, je vais regarder dans tout ça les avantages et les inconvénients de chacune de ces décisions. Et ensuite, je choisis la meilleure décision et j'applique la solution. Hein, je choisis la meilleure. On choisit, mais en fonction de notre évaluation, j'applique la solution et finalement, je dois évaluer les résultats. Donc, première étape, c'est la description de la situation. Ensuite, je définis le problème, je trouve les causes, je formule les solutions, j'évalue les solutions, je choisis la meilleure solution et j'applique la solution choisie et j'évalue les résultats. Maintenant, c'est un modèle qu'on utilise, ce processus-là, c'est pas pour les petites décisions, les décisions simples, c'est pour des décisions qui sont beaucoup plus complexes, ok? Excusez-moi, c'est pas des décisions complexes, mais c'est des problèmes, pour des problèmes complexes. Seulement pour des problèmes complexes qu'on utilise ce modèle, ce processus de prise de décision qui est le plus utilisé dans les organisations, c'est la prise de décision rationnelle. Je termine cette vidéo avec le stress. Vous savez que le stress, c'est un élément vraiment important à maîtriser parce que les Américains appellent le stress de silent killer. Ça veut dire le tueur silencieux. Et si on ne maîtrise pas le stress va nous maîtriser et ça peut même amener à la mort, ok? Mais c'est quoi le stress? Lorsqu'on dit qu'on est stressé, c'est un déséquilibre hein, euh, entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont cette personne-là dispose. Ok? Par exemple, on me demande d'accomplir une tâche, mais je n'ai pas de la formation pour cette tâche-là. Et on me demande de faire des choses, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas comment faire, comment le faire. Et là, ça va créer ça peut créer beaucoup de stress. Et lorsqu'on a surplus de travail, ça crée beaucoup de stress. Donc, c'est un déséquilibre entre ce qui est exigé et les ressources dont on dispose pour répondre à cette exigence. Bien, et psychologiquement, on peut dire le stress, habituellement, on parle de façon psychologique, mais ça peut également porter atteinte à la santé, ce qu'on appelle la santé physique des gens. Et c'est un manque d'adéquation entre notre travail et nous, hein, de relations de qualité médiocre, manifestations de violence physique et conflits entre notre rôle dans le cadre professionnel et à l'extérieur de celui-ci. Les facteurs du stress, par exemple. Les facteurs spécifiques au métier, par exemple, lorsqu'il y a surcharge de travail, tâches sans importance, grosse quantité de travail, et aussi un autre facteur, c'est lorsque l'environnement du travail n'est pas adéquat. Par exemple, il y a beaucoup de bruit, la qualité de l'air est inférieure, problème d'ergonomie, c'est-à-dire les ergonomies, c'est tout ce qui a rapport avec l'organisation du travail, il y a problème de bureau et tout ça. Et lorsqu'il y a risque aussi pour notre santé, ça peut créer beaucoup de stress. Et les symptômes qui sont d'origine professionnelle, en ce qui concerne l'organisation, l'absentéisme, hein, et taux élevé de rotation du personnel, respect des horaires médiocres, donc problème de discipline, harcèlement, accident. Aussi, en ce qui concerne l'individu, il peut y avoir des réactions
émotionnelles, par exemple l'anxiété, c'est-à-dire la peur, la dépression, les problèmes familiaux, réactions cognitives, difficultés de concentration, réactions comportementales. La personne peut faire abus de la drogue, de l'alcool, du tabac. Aussi, il y a des réactions psychologiques, physiologiques, je dis bien. Par exemple, il peut y avoir immunité affaiblie, problème de dos, ulcère, etc. Donc, comme je vous dis, les réactions peuvent être physiques, psychologiques et comportementales. Physique, je vous donne un exemple. Des maux de tête, migraine. Psychologique, par exemple, le désespoir, l'humeur, dépressif et comportemental, il y a l'absentéisme. Donc, il peut y avoir d'autres éléments physiques, mais comme je vous dis, il y a une sorte de trilogie physique, psychologique et vraiment comportementale. Maintenant, laissez-moi terminer avec quelques trucs pour faire face au stress. OK? Par exemple, il faut connaître les signaux, il faut identifier ces signaux-là. On peut déléguer, hein, ça veut dire je n'assume pas toutes les responsabilités. Je fais une délégation de tâches. D'autres personnes vont m'aider avec tout ça. Je peux établir une liste de priorités. Ça peut m'aider à mieux gérer mon stress. Je peux proposer des changements dans mon travail, développer un bon réseau de soutien, faire de l'exercice, limiter la consommation d'aliments excitants comme le café, le thé, et les boissons gazeuses, le sucre, l'alcool et finalement la méditation, ça peut vraiment vous aider à gérer le stress. Mais habituellement, on ne prie pas pour gérer le stress. On prie parce qu'on veut avoir une bonne relation avec Dieu. Mais lorsque vous savez qu'il y a une personne à qui crier, à qui aller, ça peut vous aider aussi. Merci beaucoup. Donc, dans l'ensemble, ce qu'on a vu, on a parlé un peu du leadership, ensuite de la prise de décision et on a terminé avec le stress.